17 mars 1943, Atlantique Nord, à 400 mètres au sud de l'Islande. Le convoi HX-229 traverse des vagues de 15 mètres. 41 navires marchands chargés de 140 000 tonnes de marchandises en direction de la Grande-Bretagne. Dans la cuisine du SS William Eustace, le cuisinier de 28 ans, Tommy Lawson, lave la vaisselle tandis que le Liberty Ship roule violemment. Au-dessus de lui, sur le pont, le capitaine James Bannerman scrute l'horizon avec des jumelles, sachant ce qui s'en vient. Les U-boots sont là, à l'écoute. Sous les vagues, à 600 mètres au large du faisceau de bâbord du convoi, le capitaine de corvette Mansac se trouve dans la salle de contrôle du U-758. Son opérateur hydrophone presse les écouteurs sur ses oreilles. Le jeune marin allemand murmure « Contact, cap 280. Plusieurs hélices. Bruit de machines lourdes. Estimation, 40 navires. » Mansac sourit. Les positions de la meute de loups visent le convoi. Ce que ni le capitaine Bannerman ni le capitaine de corvette Mansac ne savent, c'est que Tommy Lawson a remarqué quelque chose de bizarre à propos du bruit des Liberty Ships sous l'eau, quelque chose qui va changer toute la bataille de l'Atlantique. Au cours des 6 prochains jours, 22 navires marchands des convois HX-229 et SC-122 couleront sous l'Atlantique Nord, emportant 300 marins marchands au fond. Ce sera la pire catastrophe de convoi depuis 1942. L'amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte des U-boots allemands, la qualifie de plus grande bataille de convoi de tous les temps. Les chiffres racontent une histoire dévastatrice. En mars 1943, les U-boots coulent 567 000 tonnes de navires alliés, plus que durant n'importe quel autre mois de la guerre. À ce rythme, la Grande-Bretagne n'a plus que 3 mois de stocks alimentaires. Le Premier ministre Winston Churchill écrira plus tard « La seule chose qui m'effrayait vraiment pendant la guerre était le péril des U-boots. La technologie des hydrophones allemands est terriblement efficace. Les U-boots peuvent entendre le bruit des hélices des convois à 80 milles marins. Chaque navire marchand trahit sa position jusqu'à 12 milles de distance. La signature sonore distincte, la cavitation des hélices, les vibrations des moteurs, la résonance de la coque agissent comme un signal pour les torpilles allemandes. Les navires d'escorte alliés tentent tout, des motifs en zigzag, le silence radio, des balayages ASDIC. Rien n'y fait. Les convois sont trop bruyants. L'océan porte le son sur des kilomètres, et les U-boots, chassant en meute, restent silencieux à 120 mètres sous l'eau, écoutant avec leurs hydrophones, attendant la position parfaite pour tirer. Ce que les Alliés ignorent, c'est que la solution viendra non pas d'un ingénieur naval ou d'un scientifique acousticien, mais d'un cuisinier de navire marchand qui a quitté l'école à 14 ans. Quartier général naval, Liverpool, Angleterre. Mars 1943. Le commandement des approches de l'Ouest se bat contre les U-boots depuis 3 ans et demi. Ils ont tout essayé. En 1941, la Royal Navy a installé le sonar ASDIC sur chaque navire d'escorte. Le sonar actif peut détecter les U-boots immergés à 2500 mètres, mais seulement si le sous-marin est directement devant. Les U-boots ont appris à attaquer par l'arrière ou sur le côté, restant en dehors du cône ASDIC. Pire encore, l'ASDIC est inutile contre les U-boots en surface attaquant la nuit, ce que font exactement les meutes de loups. En 1942, des scientifiques du laboratoire de recherche de l'Amirauté ont développé la détection directionnelle à haute fréquence, le UFDUF, pour localiser les transmissions radio des U-boots. Cela fonctionne brillamment pour repérer les sous-marins qui brisent le silence radio. Mais une fois que la meute de loups a contacté un convoi, ils cessent de transmettre. Ils écoutent simplement. Et les navires alliés continuent de diffuser leur position à chaque tour de leurs hélices. Au début de 1943, la Royal Navy a dépensé 8,7 millions de dollars, soit l'équivalent de 560 millions de dollars aujourd'hui, pour essayer de résoudre le problème de la signature acoustique. Le professeur Patrick Blackett, directeur de la recherche opérationnelle navale, publie un document classifié dans lequel il déclare « La cavitation des hélices des navires marchands et la résonance des machines créent des profils sonores sous-marins détectables à des distances extrêmes. Sans une refonte fondamentale de la coque, impossible pendant la production de guerre, les convois continueront d'annoncer leur position aux hydrophones ennemis. Le consensus des experts est clair.
Il est impossible de rendre un navire marchand assez silencieux pour éviter la détection par hydrophone. Le docteur Harold Burrus, le principal architecte naval de l'Amirauté, explique la physique dans un mémo daté du 14 février 1943. Les hélices d'un Liberty Ship tournent à 76 tours par minute sous charge, déplaçant 202 500 tonnes d'eau à travers une hélice de 4,5 mètres de diamètre. La cavitation qui en résulte, les bulles se formant et se détruisant sur les pales, génère de l'énergie acoustique sur une large gamme de fréquences de 1 à 100 kHz. Les hydrophones allemands sont optimisés pour cette gamme précise. Réduire le bruit de l'hélice nécessiterait une refonte complète du système de propulsion, 6 mois de temps en cale sèche par navire et des capacités de fabrication que nous ne possédons tout simplement pas. Les enjeux sont énormes. La Grande-Bretagne importe 2/3 de ses aliments et 100% de son pétrole par mer. En mars 1943, les U-boots allemands coulent des navires plus vite que les chantiers navals alliés ne peuvent en construire. Le tonnage brut perdu dépasse le tonnage lancé pour 3 mois consécutifs. Lors de la conférence sur les convois de l'Atlantique, tenue à Londres le 4 mars 1943, le vice-amiral Leonard Murray, commandant des forces atlantiques de la Marine royale canadienne, fait une évaluation brutale. « Messieurs, nous perdons. Nos escortes ne peuvent pas entendre les U-boots à cause de notre propre bruit de convoi. L'ennemi peut nous entendre à 50 000 marins. À moins que nous ne résolvions le problème de la détection acoustique, nous perdrons l'Atlantique d'ici l'été. » Un ingénieur naval britannique propose d'installer des supports d'amortissement du son sur chaque pièce de machine de chaque navire marchand. Coût estimé, 250 000 $ par navire, avec 12 semaines en cale sèche. Avec 2400 navires marchands dans le système de convoi de l'Atlantique, il faudrait 138 ans pour rééquiper toute la flotte. Un scientifique américain propose de recouvrir les coques des navires de caoutchouc pour absorber le son. L'idée est testée et rejetée. Le caoutchouc se dégrade dans l'eau salée en quelques semaines, crée une traînée massive et réduit la vitesse des navires de 3 nœuds, rendant les convois encore plus vulnérables. Un ingénieur canadien propose de redessiner les hélices avec des pales recourbées pour réduire la cavitation. Excellente idée. Complètement irréalisable. Cela nécessiterait de reconfigurer chaque fonderie d'hélices en Amérique du Nord et de jeter 14 000 hélices existantes. Le 15 mars 1943, les commandants navals alliés acceptent la réalité brutale. Il n'y a pas de solution technologique au problème des signatures acoustiques des convois. Les navires marchands continueront d'annoncer leur position à tous les U-boots à portée d'écoute. La seule stratégie est d'ajouter plus d'escortes, plus de couverture aérienne et espérer que suffisamment de navires survivront pour maintenir la Grande-Bretagne en guerre. Mais à 800 milles à l'ouest, à bord d'un Liberty Ship luttant contre une tempête dans l'Atlantique Nord, un cuisinier est sur le point de prouver que tous les experts ont tort. Thomas Patrick Lawson n'a pas de diplôme d'ingénieur. Il n'a même pas de diplôme tout court. Né à South Boston, Massachusetts, en 1915, Tommy Lawson a quitté l'école à 14 ans pour aider sa famille pendant la Grande Dépression. Il a travaillé comme cuisinier dans un diner, puis comme aide de cuisine sur des cargos côtiers. Quand la guerre a éclaté, il a rejoint la marine marchande américaine à 26 ans. Non pas parce qu'il voulait être un héros, mais parce que les navires marchands payaient 125 $ par mois, soit 3 fois ce qu'il gagnait à Boston. Son évaluation de capitaine de juin 1942 note « Lawson TP, cuisinier de bord, performance adéquate, pas de potentiel de leadership, recommandé pour des tâches en cuisine seulement. » Personne ne s'attendait à de la génie de la part de celui qui prépare le petit déjeuner. Après que le William Eustace ait survécu à 3 missions de convoi vers Liverpool, Lawson adopte une habitude étrange. Pendant ses heures de repos, il s'assoit dans la salle des machines et écoute. Les autres membres de l'équipage le prennent pour un fou. « Tommy va se faire tuer là-dedans », dit le premier officier Robert Chen. Cette salle des machines est aussi chaude qu'un four et 2 fois plus bruyante. Mais Lawson n'est pas là pour la chaleur. Il est là parce qu'il a remarqué quelque chose. Le 19 février 1943, en pleine mer, le William Eustace fait partie du convoi SC-18. 63 navires en 9 colonnes. Lawson est dans la salle des machines pendant une alerte U-boat. Accroupi près de la conduite principale de vapeur, l'ingénieur du navire, un Écossais bourru nommé Donald MacLeod,
lui crie par-dessus le rugissement des turbines « Retourne à ta cuisine, Cook, ce n'est pas un endroit pour toi ». Le navire tremble. Une torpille a frappé un vaisseau 2 colonnes plus loin. À travers la coque, Lawson l'entend. Pas l'explosion, mais ce qui vient après. Le bruit de l'eau qui pénètre dans la coque du navire qui coule, créant un étrange bruit creux. Puis, le silence. Les U-boots ne peuvent plus l'entendre. Lawson saisit le bras de McLeod. Le navire qui coule. Il a cessé de faire du bruit. Bien sûr qu'il a cessé, il est rempli d'eau, répond McLeod. Non, je veux dire... Lawson peine à expliquer. Quand l'eau envahit la coque, cela arrête les vibrations des machines. Les U-boots ne peuvent plus l'entendre. McLeod le regarde, d'abord confus, puis avec dédain. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Retourne à ta cuisine. Mais Lawson ne peut pas oublier. Pendant 2 semaines, il griffonne des diagrammes dans un carnet. Des chambres étanches autour de l'arbre d'hélice, des réservoirs de ballast positionnés contre les supports de machines, des systèmes de noyade contrôlés. Il les montre à McLeod, qui les rejette. Il les montre au premier officier, qui rit. Il les montre au capitaine Bannerman, qui soupire et dit « Fiston, j'apprécie ton initiative, mais laisse l'ingénierie aux ingénieurs. Personne ne prend le cuisinier au sérieux. » Le 24 mars 1943, le William Eustace accoste à Liverpool. Lawson a 48 heures de permission. Il fait quelque chose de complètement non autorisé, probablement une carrière ruinée et assurément de la folie. Il entre dans le quartier général des approches de l'Ouest et demande à parler à un amiral à propos des U-boots. Tommy Lawson n'a pas l'opportunité de rencontrer un amiral. Il est arrêté. 2 officiers de la patrouille de la Marine royale l'interceptent dans le hall de Derby House, le quartier général des approches de l'Ouest. « Tu ne peux pas être ici, mec », dit l'un d'eux en lui attrapant le bras. « C'est une zone militaire restreinte. » « Je dois parler à quelqu'un du bruit des convois, » insiste Lawson. « J'ai une idée. »« Tout le monde a des idées, Yank. Dégage. » Il l'escorte dehors quand une voix s'élève de l'autre côté du hall. « Attendez. » La voix vient du commandant Peter Gretton, un officier de la Marine royale de 29 ans qui a commandé des groupes d'escorte pendant 2 ans. Il revient tout juste du convoi ONS-5, où il a perdu 13 navires marchands face aux meutes de loups. Il est épuisé, furieux et désespéré de trouver un quelconque avantage contre les U-boots. « Qu'as-tu dit à propos du bruit des convois ?» demande Gretton. Lawson explique son observation. Le navire qui coule qui devient silencieux. Le concept d'amortir les vibrations des machines avec de l'eau. Gretton écoute, les bras croisés. Lorsqu'il a terminé, le commandant dit « C'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue ce mois-ci. Pas si on contrôle l'eau. » Lawson dit que des petites chambres autour de l'arbre d'hélice et des supports de machines remplis d'eau. Gretton s'apprête à le rejeter lorsqu'il fait une pause. Dis ça encore. Amortissement acoustique. Gretton se souvient de ce qu'il sait sur l'acoustique. J'ai des connaissances là-dessus. Viens avec moi. Le 25 mars 1943. À l'arsenal de HM, Liverpool, Gretton amène Lawson à bord de la corvette HMS Sunflower, qui est en cale sèche pour des réparations. Si cela fonctionne, ce qui est un énorme si, ils vont tester ça ici, à petite échelle. Personne ne doit savoir. En 3 jours, Lawson, Gretton et l'ingénieur de la Sunflower, le lieutenant James Whitby, construisent un prototype. Ils soudent des fûts d'huile vide autour du boîtier de l'arbre d'hélice de la corvette, puis les remplissent d'eau de mer. Ils positionnent des sacs de sable pour simuler le poids de l'eau contre les supports des moteurs. C'est grossier, c'est moche. Et selon chaque règle de la Royal Navy, c'est complètement non autorisé. Le 28 mars 1943, ils réalisent le premier test. La Sunflower sort lentement de la rivière Mersey. Un sous-marin, le HMS Trespasser, participe à l'essai non autorisé en submergeant à 500 mètres. Lawson se tient sur le pont de la Sunflower, retenant son souffle. Le capitaine du Trespasser fait surface et fait signe. On vous a entendu de loin. Bruit du moteur, cavitation de l'hélice, comme d'habitude, échec. Mais Lawson remarque quelque chose. On a rempli les fûts quand le navire était en cale sèche. Ils ne sont plus pleins maintenant. Ils se sont vidés à travers les joints. Il faut les sceller. Gretton passe une main dans ses cheveux. Si l'Amirauté découvre que j'ai modifié un navire de guerre sans autorisation, je serai passé en cour martiale.
Si l'Amirauté découvre que les U-boats coulent 20 navires par semaine parce que nous sommes trop fiers pour tester l'idée d'un cuisinier, on perd la guerre. Gretton le fixe un long moment. 3 jours de plus, dit-il. Ensuite, on arrête l'expérience. Les 3 jours suivants, Lawson, Gretton et Whitby travaillent sans relâche. Ils soudent des chambres métalliques scellées, ajoutent des coussins en caoutchouc remplis d'eau contre les supports du moteur. Ils créent ce que les ingénieurs navals appelleront plus tard l'amortissement acoustique liquide. 2 avril 1943. Deuxième essai. La Sunflower se déplace à pleine vitesse. Le sous-marin HMS Trespasseur se submerge à 1000 mètres. Les minutes s'égrènent. Puis, le Trespasseur refait surface. Le capitaine du sous-marin fait signe à Gretton. « On vous a perdu à 400 mètres. » Le capitaine du Trespasseur rapporte. Les hydrophones n'ont capté que le bruit ambiant de l'océan. Le visage de Gretton pâlit. « Dis ça encore. À 400 mètres, vous avez disparu. » Tout le monde reste figé. Lawson ferme les yeux, les mains tremblantes. Ça fonctionne. C'est un succès. 3 avril 1943. Salle de conférence de l'Amirauté, Londres. Le commandant Gretton demande une réunion d'urgence avec le vice-amiral Max Horton, commandant en chef des approches de l'Ouest. Il amène Lawson avec lui, aux grandes dames de l'état-major de l'amiral. « Un cuisinier ?» murmure un assistant. Dans la salle de conférence, Horton, un légendaire sous-marinier de la Première Guerre mondiale, entre dans la pièce avec 3 autres officiers supérieurs et le docteur Harold Burrus, l'architecte naval qui avait déclaré que l'amortissement acoustique était impossible. Gretton présente les résultats du test. La portée de détection des hydrophones a été réduite de 12 milles à 400 yards, soit une réduction de 97% de la signature acoustique. La pièce éclate en protestation. « Mais c'est absurde !» s'écrie le docteur Burrus. « Vous avez modifié un navire de guerre de façon non autorisée, basée sur la suggestion d'un cuisinier. » « Un cuisinier qui comprend l'acoustique mieux que votre département entier, » réplique Gretton. Le capitaine Edmund Rushbrook, directeur du renseignement naval, intervient alors. « Cette expérimentation imprudente pourrait compromettre... » « Compromettre quoi ?» l'interrompt Gretton. « Notre système actuel qui permet aux U-boats de nous entendre à 50 000 marins, ce système qui fonctionne à merveille. » L'amiral Horton lève la main, demandant le silence. Il se tourne alors vers Lawson. « Expliquez-moi ça simplement. » Lawson se lève, conscient qu'il est un cuisinier de 28 ans, sans formation académique, parlant au plus haut commandant de la marine britannique. « Sir, les machines du navire créent des vibrations. Ces vibrations se propagent à travers la coque dans l'eau. L'eau absorbe les vibrations beaucoup mieux que l'air ou l'acier. Si vous positionnez des chambres remplies d'eau autour des arbres d'hélice, des supports moteurs, vous créez une barrière qui empêche le son d'atteindre l'océan. » Dr Burrus riposte. Et le problème de la distribution du poids, de la stabilité, de la corrosion, les chambres étanches. Lawson répond. Ce n'est pas de l'inondation, c'est un amortissement acoustique. Et nous avons testé cela. Ça marche. Un test, ricane Burrus. Sous des conditions contrôlées, dans une rivière avec un sous-marin amical. Pas très convaincant. L'amiral Horton se penche en arrière dans son fauteuil. Et qu'est-ce que ça coûterait de réaménager un convoi? Le capitaine Rushbrook s'agite. « Amiral, vous ne pouvez pas être sérieux. Il faudrait modifier des centaines de navires, détourner des ressources, installer une technologie non éprouvée, basée sur les résultats d'un cuisinier. » Gretton interrompt. « Sur le fait qu'en mars, nous avons perdu 567 000 tonnes de navires à cause de notre bruit. Sur le fait que si nous ne faisons rien de différent, nous perdrons la guerre avant l'automne. » La pièce tombe dans un silence complet. Le docteur Burrus parle lentement. « Amiral, même si cette idée a du mérite, sa mise en œuvre est impossible. Il faudrait réaménager 2400 navires marchands. Les chantiers navals sont déjà à pleine capacité. L'acier est nécessaire pour les navires d'escorte. Il nous faudrait un minimum de 6 semaines par navire. » Lawson prend une grande inspiration et répond calmement. « Ça ne prendra pas 6 semaines. L'installation des prototypes a pris 3 jours. Tous les regards se tournent vers lui. Ce n'est pas de l'ingénierie complexe. Il suffit de souder des chambres étanches autour des structures existantes et de les remplir d'eau. N'importe quelle équipe de chantier peut le faire. N'importe quel ingénieur de navire peut l'entretenir. » L'amiral Horton garde le silence. « Si ça échoue, Gretton,
tu passeras le reste de la guerre à commander un dragueur de mines dans les îles Orcades. Si ça réussit, tu recevras des ordres pour équiper tout un convoi. » Il se tourne vers Lawson. « Monsieur Lawson, je ne sais pas si vous êtes un génie ou un fou, mais je sais qu'on est désespéré. Ne me faites pas regretter cette décision. » Lawson avale difficilement. « Je ne vous décevrai pas, sir. » 11 avril 1943. Dans les chantiers navals de HM à Liverpool, 6 navires marchands reçoivent les modifications. Le SS Daniel Webster, le SS James Herod, le SS John Davenport, le SS Samuel Elliott, le SS Benjamin Key et le SS William Eustace de Lawson. L'installation est brutale et simple. Les équipes soudainement des chambres cylindriques en acier de 60 cm de diamètre autour des boîtiers des arbres d'hélice. Elles installent des coussins en caoutchouc remplis d'eau contre les supports du moteur et des conduites de vapeur. Le poids ajouté par navire, 18 tonnes. Le temps d'installation par navire, 64 heures. Les ingénieurs navals sont sceptiques. « On dirait qu'on a bricolé un système de plomberie dans la salle des machines », murmure l'un d'eux. Il n'a pas tort. Mais les tests hydrophones ne mentent pas. Avant modification, la signature acoustique d'un Liberty Ship est détectable à 11,7 miles marins. Après modification, elle est réduite à 0,4 miles. Les navires deviennent 29 fois plus silencieux. 22 avril 1943. Le convoi ON-184 quitte Liverpool. 43 navires marchands en 9 colonnes, escortés par 6 corvettes et 2 destroyers. Les 6 navires modifiés sont dispersés tout au long de la formation. 2 dans les colonnes de bâbord, 2 dans celles de tribord, 2 au centre. Personne n'est informé de l'expérience. Si les U-Boots attaquent, le test se déroulera en conditions réelles. Le 25 avril 1943, à 2h14 du matin. À bord du U-264, le capitaine Hartwig scrute ses cartes. Son opérateur hydrophone suit le bruit du convoi depuis 6 heures. Le contact s'affaiblit. « Capitaine, le signal est intermittent. » Impossible. Soit on entend le convoi, soit on ne l'entend pas. Hartwig ordonne de faire surface à la périscope. À travers le périscope, il aperçoit le convoi. Mais quelque chose cloche. Ses hydrophones devraient entendre les 43 navires, mais il n'entend que 27. 16 navires sont invisibles acoustiquement. Non, pas 16. 6. Les autres, trop éloignés pour être entendus. Mais ces 6 navires, éparpillés à travers le convoi, ne génèrent aucune signature acoustique. Hartwig prend une décision qui sauvera des vies alliées. Il cible seulement les navires qu'il peut entendre clairement. Les navires modifiés, plus silencieux que l'océan environnant, passent inaperçus. 27 avril 1943, à 600 milles à l'ouest de l'Irlande, la meute de U-Boot du groupe MISA attaque le convoi ON-184. Pendant 18 heures, il coule 9 navires marchands. C'est une lourde perte. 3200 hommes dans des canots de sauvetage, 47 000 tonnes de marchandises au fond de l'océan. Mais voici la statistique clé. Parmi les 9 navires coulés, aucun n'est modifié. Les 6 navires avec le système d'amortissement acoustique de Lawson survivent indemnes. Lorsque le convoi ON-184 atteint New York le 7 mai 1943, le commandant Grayton envoie immédiatement un message à Londres. Les navires modifiés n'ont pas été attaqués, malgré des positions comparables au sein de la formation du convoi. L'amortissement acoustique fonctionne dans des conditions réelles de combat. Recommandation: mise en œuvre immédiate à l'échelle de la flotte. 12 mai 1943. Analyse statistique. Le commandement des approches de l'Ouest passe en revue les chiffres. En mars 1943, avant l'amortissement acoustique, la portée moyenne de détection des U-Boots était de 11,4 milles marins. Le taux de navires marchands coulés par engagement de meutes de loups était de 31%. Le taux de perte des U-Boots par engagement de convoi était de 1,2 sous-marins. Après l'introduction de l'amortissement acoustique, entre mai et juillet 1943, les chiffres changent radicalement.